Bien, bonsoir à toutes et à tous, merci de votre présence. C'est une première réunion publique, tout court d'ailleurs, pas seulement sur ce projet de Palais des Congrès. Le contexte sanitaire a fait que jusqu'à maintenant, nous n'avions pas eu la possibilité de pouvoir vous réunir dans une telle configuration. Aujourd'hui, les textes nous permettent de pouvoir organiser cela et sans passe sanitaire. Alors, certains diront peut-être pourquoi le passe sanitaire obligatoire lorsqu'il s'agit d'une manifestation culturelle dans un même lieu pour une réunion publique, il n'est pas obligatoire. Nous ne faisons pas la loi. Nous la respectons seulement. Donc voilà, chacun jugera à sa façon. Mais toujours est-il que l'important pour nous était de pouvoir vous permettre de poser des questions et de pouvoir aussi vous associer à une démarche qui sera relativement longue dans sa réalisation, que ce soit dans la construction des idées du projet et que ce soit naturellement ensuite dans la construction tout simplement de l'équipement qui en ressortira. Je vais vous présenter tout de suite donc Pierre-Alexandre Pelletier, qui est maire adjoint donc en charge des projets structurants sur la ville de Parthenay, ainsi que Anne-Lise Gouet, qui est chargée de mission donc, au cabinet d'études IDEA Concept, et Antonin Belot, qui travaille également à ses côtés. Ils vous présenteront tout à l'heure le groupement de bureaux d'études, puisque c'est un ensemble de bureaux d'études qui travaillent aujourd'hui à nos côtés pour pouvoir tout simplement identifier le projet qui sera proposé à l'ensemble des Parthenaysiennes et des Parthenaysiens. Alors, techniquement, je n'irai pas au-delà, tout simplement parce que la caméra qui est ici nous permet de pouvoir avoir une transmission sur Facebook et qu'au-delà, on m'a dit qu'on était plus visible. Voilà, ce sera la même chose pour l'ensemble des intervenants, soit ils resteront assis, soit ils iront jusqu'ici. Notre projet sur ce Palais des Congrès, c'est tout simplement la volonté, comme cela avait été affirmé donc, durant la campagne municipale, de pouvoir redynamiser ce centre-ville, de pouvoir y apporter donc un ensemble d'équipements, de propositions, de manifestations qui amènent tout simplement du flux et qui permettent de centraliser sur un espace relativement finalement réduit, donc justement un ensemble de propositions qui font que, au-delà même de la ville de Parthenay, nous soyons considérés par les habitants de Gâtine et plus largement pour être une ville véritablement attractive. Aujourd'hui, il faut savoir se démarquer. Il faut savoir se démarquer donc d'autres territoires parce que finalement tous les territoires sont en concurrence les uns avec les autres. C'est une réalité, là aussi, qu'on soit d'accord ou non, c'est une réalité. Et vous savez que nous avons perdu des habitants ces dernières années. Et nous avons donc des enjeux aussi par rapport à la conservation d'un nombre d'habitants, par rapport même au développement du nombre d'habitants sur ce territoire. Ça va aussi de pair avec la dynamique associative, avec la dynamique économique. C'est tout cet ensemble-là qu'il faut considérer. Donc le projet de ce centre-ville, autour de ce centre-ville, ce sont des équipements, dont celui-ci qui est un équipement majeur, emblématique, très certainement d'ailleurs sur Parthenay, puisque au-delà de son architecture, qui soit, je dirais, est appréciée, soit au contraire fortement décriée, c'est un vieux débat. C'est un débat d'ailleurs qu'il faudra savoir dépasser, parce qu'il y a le contenu et il y a le contenant. Et pour nous, l'essentiel aujourd'hui, c'est le contenu, c'est-à-dire les propositions qui peuvent être faites aujourd'hui aux Parthenaysiennes et aux Parthenaysiens et qui seront faites en termes de propositions donc, pour les années à venir. Et c'est de cela, en fait, dont on va surtout parler. Le contenant, c'est une histoire qui nous liera encore, mais qui va surtout lier l'équipe d'architecture qui sera choisie à l'issue de la première phase d'études. Et donc, on n'en est pas là aujourd'hui. Je le dis tout de suite parce que très probablement, c'est embêtant, très probablement, il y aura des questions sur effectivement façade, pas façade, les conserve-t-on ou pas, etc. Aujourd'hui, nous n'en savons rien. Il y a naturellement des idées, tout simplement parce qu'il y a des aspects architecturaux, contraints de structure, de bâtiments, parce qu'il y a aussi tout simplement une reconnaissance du ministère de la Culture sur l'identification de ce bâtiment en type d'architecture. Donc ça, naturellement, introduit une somme de critères, je dirais, qui font que l'architecte des bâtiments de France, en l'occurrence, présentera un dossier devant une commission régionale d'architecture et du patrimoine, donc à Bordeaux, commission composée de fonctionnaires du ministère de la Culture, notamment, et d'élus, et qui trancheront sur le projet architectural qui sera présenté. De la même façon, finalement, que de vous associer sur le contenu de cet équipement, l'équipe autour du ministère de la Culture qui va travailler sur ce projet-là est associée également, comme notre bureau d'études, à l'ensemble des travaux qui ont déjà commencé, qui vont se poursuivre.
le Palais des Congrès, c'est une histoire qui est ancienne parce que, et on a trouvé d'ailleurs intéressant finalement, vous voyez les diapositives défiler normalement derrière moi. Normalement. Donc c'est une histoire ancienne et il nous a semblé intéressant de pouvoir vous la représenter parce que de la même façon, ce Palais des Congrès n'est pas arrivé comme ça d'un seul coup. Il y a une histoire qui est longue, qui est assez mouvementée. J'ai mon anti-sèche, comme on dit, par rapport à toutes ces dates. En 1861, donc l'inauguration de la Halle aux Grains. Une Halle aux Grains qui avait donc naturellement une fonction commerciale, qui ne fonctionnera pas vraiment. Et assez rapidement, finalement, à la sortie de la Première Guerre mondiale, en 1921, se pose la question de savoir ce qui sera fait de cette Halle aux Grains. Et puis, un industriel se dit pourquoi pas réaliser un équipement qui aura une vocation plutôt festive. Le conseil municipal de l'époque accepte cette proposition, émet un certain nombre de préconisations, mais qui sont telles que finalement l'industriel laissera tomber, parce que ce ne sera pas réalisable. Et puis les débats vont se poursuivre, et finalement, on se dit pourquoi pas faire un autre équipement, où est-ce qu'on le conserve? Et puis apparaît la question du monument aux morts. Est-ce qu'on le met ici ou pas? Et on voit que finalement, dans tout projet en matière d'urbanisme, il y a des réflexions, il y a des hésitations, et puis parfois on avance, parfois on recule, parfois on prend des choix, on fait des choix qui sont relativement forts, qui amènent un changement radical dans le paysage. Et donc c'est tout cela qu'il faut avoir en tête, parce que le témoignage d'un bâtiment, c'est le témoignage d'une histoire qui est souvent beaucoup plus longue et beaucoup plus complexe à appréhender. Et donc c'est seulement en 1922-1923 que finalement la question sera tranchée avec la réalisation d'une structure qui sera donc le théâtre dans l'ancienne Halle aux Grains. Ce théâtre va fonctionner donc à peu près une trentaine d'années, je crois, donc jusqu'en 1958, où ce théâtre sera fermé pour des raisons, là aussi, de structure de bâtiment qui arrive en fait tout simplement à son terme, c'est-à-dire qu'un bâtiment, ça vit, et puis ça meurt. Et donc ça aussi, je crois que dans l'idée, il faut l'avoir en tête. Donc ensuite, il y a eu toute une période pendant laquelle finalement, il y a eu un certain nombre d'hésitations, de réflexions. En 1967, donc, ce théâtre est démoli, et puis sera remplacé donc, en 1970 par le Palais des Congrès, non pas dans la version qu'on connaît aujourd'hui. Certains parmi vous, partenaisiens depuis plus longtemps, l'ont connu effectivement à son origine. Et à son origine, c'était une grande salle, effectivement ici, qui avait une contenance d'à peu près 900 places assises et 1200 personnes debout, éventuellement. C'était un théâtre. C'était une continuité entre la partie d'accueil et le théâtre, pour ceux qui se souviennent. Il y avait donc toute cette série d'escaliers. On ne se posait pas trop de questions sur l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, comme on ne se posait d'ailleurs pas forcément de questions sur tout ce qui était consommation d'énergie. Aujourd'hui, force est de constater qu'en termes de consommation d'énergie, c'est une préoccupation que nous avons tous. Et d'ailleurs, le Palais des Congrès a été construit avec une première chaudière qui était une chaudière au fioul. Vous imaginez aujourd'hui, on a déjà une facture, alors je n'ai pas la mémoire des chiffres, donc Pierre-Alexandre le dira tout à l'heure, une facture assez astronomique en termes de consommation d'énergie. Si nous étions restés effectivement avec ce type d'énergie au fioul, ce serait juste insurmontable. Un certain nombre de travaux ont dû être réalisés, et puis notamment pour améliorer donc justement le confort acoustique, le confort thermique, l'accessibilité, des mises aux normes en termes de sécurité, avec des accès supplémentaires. Et puis l'école de musique est arrivée également. Tout cela a fait que nous avons eu un certain nombre de modifications sur ce Palais des Congrès. Et des travaux plus récents, à partir des années 97 et 2004-2005 notamment, ont introduit des changements assez profonds dans la structure du bâtiment, ou plutôt non pas dans sa structure, mais dans son organisation. Mais ceci étant, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, si ce n'est peut-être l'école de musique lorsqu'elle est arrivée, ce bâtiment a perdu des usages. A perdu des usages ou a perdu la capacité à pouvoir organiser toutes les manifestations qui en étaient prévues à l'origine. De Palais des Congrès aujourd'hui, on peut conserver peut-être le terme de palais, mais on ne peut plus organiser véritablement de congrès. Tout simplement parce qu'un Palais des Congrès,
ça vise à avoir une grande salle, mais ça vise aussi à avoir des petites salles dans lesquelles les gens s'organisent en termes de séminaires, de réflexion, d'ateliers, etc. C'est un changement qui est quand même assez radical. Le théâtre aujourd'hui est dans un état tel qu'il n'est quasiment plus utilisable. Et nous avons un problème, ou plutôt deux problèmes majeurs, que sont tout simplement un problème de structure au niveau du bâtiment, qui font qu'aujourd'hui il est fragilisé et on ne peut plus organiser de concerts debout, tout simplement, et qu'à une certaine distance de cette scène, on ne peut plus quasiment rien faire, et qu'on a une désolidarisation de la façade arrière du bâtiment, c'est-à-dire que la façade arrière tente à se séparer du bâtiment. Vous comprendrez que pour tous ces éléments-là, continuer à investir plusieurs millions d'euros n'est pas soutenable dans une période comme celle-ci. Alors certes, repenser un bâtiment de cette nature-là, et de le penser radicalement, différemment, en y introduisant qui plus est un cinéma, fait qu'on aura très certainement un investissement, là aussi très important, représentant plusieurs millions d'euros. On peut avoir quelques idées en tête, mais je crois qu'aujourd'hui on n'est pas suffisamment avancé en termes de réflexion. Mais ce qui est certain, c'est que si l'on continue de réhabiliter au fur et à mesure ce bâtiment, on continuera d'y dépenser donc beaucoup d'argent, et qu'au fur et à mesure, les usages se perdront, c'est-à-dire qu'on pourra faire moins de choses tout en y mettant plus d'argent. Et donc notre souhait, c'est plutôt d'avoir une vision d'avenir, justement, et de se dire que peut-on faire par rapport à ce centre-ville, par rapport à nos besoins en matière culturelle, festifs également, de congrès, de séminaires, pourquoi pas, un ensemble d'autres besoins, pour redonner une vie sur ce bâtiment-là. Voilà un petit peu l'objet de cette réflexion, de ce projet. Pierre-Alexandre donc, va vous présenter la méthodologie et les objectifs qu'on s'est assignés de façon plus précise. Et puis ensuite, le cabinet d'études donc, interviendra par rapport à sa méthodologie de façon plus concrète, plus opérationnelle. Nous aurons ensuite donc, un temps d'échange avec vous. Et puis ensuite, nous serons donc plutôt sur la vision donc, de la participation citoyenne et de la formation d'ateliers pour celles et ceux qui le souhaitent, naturellement, ce n'est pas une obligation, et de participer donc, à travers ces ateliers aux réflexions qui auront lieu dans les mois à venir. Voilà un petit peu l'objet de cette réunion. Pierre-Alexandre ? Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Comme vient de le dire Jean-Michel, on l'avait écrit en gras dans notre programme, on voulait absolument redynamiser le centre-ville, aussi bien dans son sens commercial, architectural, culturel et associatif. Quel plus bel exemple que de reconstruire le Palais des Congrès qui répond à peu près à tous ces objectifs. Aujourd'hui, le Palais des Congrès, on arrive à un constat. On a un outil dans lequel on a tous eu une émotion. Moi, j'y ai fait mes fêtes des écoles, certains l'ont vu se faire construire, vous êtes venus voir des artistes. On a tous eu une émotion, mais aujourd'hui, le Palais des Congrès, c'est un petit peu le phare de la Gâtine, c'est-à-dire que c'est un point de repère. On se retrouve devant le palais, on se retrouve au palais, mais on arrivait au constat qu'on se retrouve devant, mais rarement dedans. Donc il fallait faire revivre ce bâtiment. Le Palais des Congrès, c'est le bâtiment dans lequel on sait qu'à un moment ou un autre, il va falloir y investir effectivement des millions, puisque tous les ans, on paye plusieurs dizaines de milliers d'euros de factures de chauffage, pour donner qu'un petit exemple, pas trop précis même. Et aussi, on sait que son occupation devient de plus en plus limitée. La jauge debout est limitée, on ne peut pas faire de spectacle dans le théâtre et dans le palais de congrès simultanément. Donc on sait qu'on devra y passer, mais personne n'ose passer le cap. Et bien là où ce soir, on a envie de passer le cap. Par contre, on s'était dit, on ne viendra pas devant vous tant qu'on n'est pas sûr et qu'on n'a pas une méthode de travail à peu près avancée. C'est donc là, ce soir, on vient avec vous, travailler avec vous en concertation pour réfléchir à ce que pourrait être le Palais des Congrès demain, mais avec une méthode de travail déjà réfléchie. Donc ce Palais des Congrès, il a eu aussi quand même des études qui ont été faites auparavant. On n'est pas parti de zéro. Il y avait une étude qui avait été faite avec les grandes associations qui occupent le Palais des Congrès, A, UPCP, DIFART, Dansenco, qui avaient, elles, étudié quels étaient leurs besoins pour le territoire, puisque finalement c'est ça. Aujourd'hui, c'est quel est le besoin pour le territoire d'avoir une salle de spectacle, une salle de théâtre, une salle... Et donc ces besoins, ils existaient. Donc on a coécrit, avec ces associations, un cahier des charges dans le but de recruter un cabinet qui va nous aider à placer
un petit peu toutes ces idées, les organiser, voir ce que l'on peut mutualiser, ce que l'on ne peut pas mutualiser. Et si ce soir on vient aussi devant vous, c'est pour être en toute transparence, en toute franchise, vous faire voir où est-ce qu'on en est, ce qu'il y avait dans ce cahier des charges, ce que l'on a écrit, ce que l'on a détecté nous comme besoin, ce que les associations ont apporté comme besoin, ce qu'on a détecté comme étant une présence nécessaire dans le Palais des Congrès, à savoir nous, la radio, l'Office du tourisme. Comme je vous ai dit, le Palais des Congrès, c'est un vrai phare de la Gâtine. Les touristes, c'est ici qu'ils passent, c'est ici qu'ils rentrent. Et puis aussi réfléchir avec vous des choses que l'on n'a peut-être pas pensées, que l'on n'a peut-être pas trouvées. Vous êtes aussi un petit peu nos ambassadeurs de ce qui se passe à l'extérieur et qui pourrait peut-être se trouver ici. Donc c'est le but de la réflexion. Et donc tout ça, c'est structure. Et donc toute cette structure, elle est apportée par le cabinet avec Annelise du coup, et j'avais dit que je me souviendrai plus du prénom, Antonin, excusez-moi, du coup, qui vont nous présenter toute la méthodologie de construction autour du Palais des Congrès pour arriver à un seul but, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut réellement faire tenir dedans. C'est effectivement qu'est-ce qu'on aimerait y voir et qu'est-ce qu'il est possible d'y faire. Donc je vais leur laisser la parole. Merci. Bonjour à tous. Nous sommes ravis d'être avec vous ce soir. Merci pour cette introduction. On va en effet présenter la méthodologie qui est partagée, que l'on a mis au point pour essayer d'accompagner à la fois la ville et l'ensemble des acteurs culturels, aussi l'ensemble des Partenaisiens, dans la redéfinition un petit peu de cet équipement. Donc pour ma part, peut-être en se présentant assez rapidement, Antonin Belot, architecte, ingénieur et surtout programmiste pour IDA Concept, donc qui est le mandataire du groupement qui va accompagner la collectivité sur ce projet. Donc voilà, comme le disait Monsieur le maire, je suis architecte de formation. Je joue peut-être pas ce rôle ici. Je ne suis pas celui qui dessine le bâtiment, qui va le dessiner. Je suis celui qui va le programmer. Donc c'est peut-être un petit peu barbare, c'est dans notre jargon. En fait, ça veut dire tout simplement essayer de définir la commande, définir les besoins. Qu'est-ce que l'on peut faire dans ce palais, comment, avec quels acteurs, quels espaces, si vous voulez, et puis quelle organisation générale pour le futur projet. Donc vous voyez notre groupement. Donc je représente Antonin Belot, je représente IDA Concept, mandataire du groupement. Nous sommes programmistes, nous sommes aussi économistes de la construction. Et puis nous avons un volet aussi acoustique avec une acousticienne qui est au sein de notre équipe. Avec nous et pour nous accompagner évidemment Akoba qui interviendra peut-être dans un second temps sur ce qu'on appelle la conduite de l'opération, donc qui accompagnera la ville pendant toute l'opération, pendant toutes les années que l'on prend cette opération. Et enfin l'atelier fil, donc je vais laisser Annelise qui est avec moi ce soir se présenter, puis présenter aussi l'atelier fil. Juste peut-être pour préciser, Akoba du coup est de Partenay, donc c'est l'acteur plus locaux et nous on est à Nantes avec Antonin. Donc moi je représente l'atelier fil, on est architecte urbaniste à Nantes, mais là spécifiquement sur ce projet je ne suis pas non plus architecte. J'accompagne Antonin, IDA Concept, sur plutôt la mise en place des ateliers de co-construction et donc la méthodologie des différents ateliers de concertation qui vont avoir lieu. Et donc l'idée c'est d'aider IDA à nourrir son étude de ces ateliers d'échange. Donc peut-être qu'on va vous montrer quelques-unes de nos réalisations, des projets sur lesquels nous avons travaillé. Donc vous voyez à gauche un nouvel équipement multifonction à Nantes qui est extrêmement important pour la ville de Nantes, qui est en cours de réalisation, qui s'appellera la Cité des Imaginaires ou de l'Imaginaire, qui intégrera notamment un musée, Jules Verne, mais aussi une médiathèque, et aussi plein d'autres composantes. Vous voyez aussi à droite à Quimper, un centre des congrès, qui joue vraiment son rôle, centre des congrès, touristes d'affaires, rencontres plutôt professionnelles. Comme pour le projet à gauche, à Nantes, c'est dans un bâtiment réhabilité, comme ici. Donc ici, un projet réalisé, vous voyez la grande salle en bas. Peut-être ensuite, si on continue, voilà quelques autres exemples aussi dans des bâtiments en réhabilitation.
un hôtel associatif à Châteaubriand, pas très loin de Nantes, aussi dans un bâtiment, vous voyez, en réhabilitation. Et puis une étude sur un grand bâtiment qui est à Pau, donc un petit peu plus loin, le Palais Beaumont. Pareil, une étude de programmation et de faisabilité pour créer notamment une très grande salle de spectacle, auditorium. Et puis ici, des équipements neufs, on en a mis quelques-uns. Voilà, deux équipements qui sont en région parisienne plutôt, assez différents, mais quand même pas, comme ici, hein, comme au Palais des Congrès, assez multifonctions, avec des plus grandes salles, des plus petites salles, des salles de spectacle, des salles multifonctions avec des gradins mobiles comme ici, exactement comme ici. Donc voilà, en tout cas, IDA Concept travaille essentiellement sur des projets culturels, multifonctions pour la plupart, et ceci depuis 30 ans. Donc c'est vrai que voici 6 exemples, mais il y a énormément d'exemples que l'on pourrait citer, d'équipements qui pourraient ressembler à celui qui est préfiguré ici, à Parthenay. Peut-être qu'ensuite, on voulait vous parler un petit peu, j'ai évoqué le nom barbare au début de programmiste, alors avec une première phase que l'on appelle la programmation. Donc en fait, je voulais un petit peu vous expliquer ce que c'est, parce qu'en fait, évidemment, quand on n'est pas dans le milieu de la construction, on ne comprend pas tout ce processus forcément, qui est très cadré en marché public sur une opération et qui est également très long. Donc ce que vous voyez tout à gauche, c'est où est-ce que nous en sommes. C'est en phase de programmation. Donc en fait, c'est une phase de définition du projet, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on recueille les besoins, on fait le diagnostic de ce bâtiment. Monsieur le maire a parlé de problèmes structurels, a parlé aussi de la façade arrière qui progressivement a tendance à se décrocher du bâtiment. On compile tout ceci. On essaie de définir les surfaces. On essaie de définir est-ce qu'il y aura, comme aujourd'hui, une grande salle, toujours la même, est-ce qu'elle sera positionnée ici ou pas. On essaie de définir est-ce qu'il y aura toujours un théâtre, comme en dessous ou pas. Ici, l'idée peut-être est d'intégrer le cinéma. C'est une des idées, des options. Donc évidemment, où, comment. Tout ceci, c'est ce qu'on définit dans cette première phase de programmation. Ensuite, il y a tout un processus qui est extrêmement normé. Vous voyez, c'est la deuxième phase, le choix du maître d'œuvre, de la maîtrise d'œuvre. C'est une phase très normée, comme je le disais, qui permet de choisir un architecte, une équipe de maîtrise d'œuvre, donc l'architecte plus les ingénieurs spécialisés sur la structure, sur l'acoustique, sur les fluides. Et donc, pour ceci, on réalise, vous avez sans doute entendu parler de cette procédure de concours avec plusieurs équipes qui sont en compétition et qui font des propositions pour le réaménagement du projet ici à Parthenay. Évidemment, après, on choisit l'architecte, donc l'architecte et puis ses ingénieurs, donc l'équipe. Et cette équipe va faire une étude de conception. Donc c'est là, enfin, où ils vont commencer vraiment à dessiner précisément tous les détails, comment ça sera cette salle, si elle existe encore, comment elle sera dessinée, est-ce que ce sera toujours une grande salle, et ça sera le dessin précis pendant les études de conception du projet. Évidemment, après, une fois que cette étude de conception est finie, il y a une phase de travaux, une phase chantier, pour vous donner un ordre d'idée sur un bâtiment comme celui-ci qui peut durer environ 1 an et demi. Et enfin, évidemment, il y a l'exploitation du bâtiment, son exploitation, et puis peut-être quelques corrections éventuelles en fonction des usages qui seront amenés à apparaître dans ce bâtiment. Maintenant, on voulait vous présenter peut-être un zoom sur notre mission, c'est-à-dire sur la première phase, qui était la phase de programmation. Donc, finalement, cette phase de programmation, elle se divise en 3 parties. Une première partie, c'est une partie, comme je vous le disais, diagnostic et recueil des besoins. Diagnostic, c'est un diagnostic technique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Recueil des besoins, Annelise en présentera une grande partie tout à l'heure, c'est interroger toutes les personnes
qui sont autour du projet, de près ou de loin, c'est-à-dire à la fois évidemment la collectivité, à la fois l'ensemble des acteurs culturels, des associations aussi, la Scope Cinégatine, le cinéma. Voilà, interroger tous ces acteurs pour comprendre leurs besoins, pour comprendre leur fonctionnement, et puis pour comprendre aussi leurs attentes par rapport à ce projet. Donc évidemment, tout ceci, c'est dans une première phase, c'est la phase dans laquelle nous sommes, qui est en cours aujourd'hui. Et l'idée, c'est d'aboutir à ce que l'on appelle un schéma fonctionnel. Vous voyez un exemple ici. Peut-être qu'on peut passer à la slide suivante où il est voilà, manière plus gros. C'est un schéma fonctionnel, ça présente en fait toutes les fonctions qui seront dans le futur bâtiment. Alors évidemment, celui-ci, ce n'est pas celui du Palais des Congrès, puisqu'il est en cours de construction, et même de co-construction. C'est un autre exemple sur un projet sur lequel nous venons de travailler en fin d'année dernière, avec différentes entités, avec un espace qui sera sans doute l'articulation entre ces différentes entités, le cœur, alors je ne sais pas comment on pourra l'appeler, ça sera l'objet évidemment des ateliers dont Anne-Lise va vous parler, l'atrium, le forum, je ne sais pas, un lieu de vie, un lieu de convivialité. Voilà. Donc cette première phase doit aboutir à ce schéma avec un fonctionnement précis. Peut-être ensuite, si on passe sur la phase 2, c'est on a ce schéma, on a ce fonctionnement, et maintenant on va se confronter aux contraintes du site. C'est-à-dire, ok, on a ce schéma, avec toutes ces fonctions qu'il compose, et on va rajouter des contraintes. C'est-à-dire, évidemment, dans ce bâtiment, il y a quand même beaucoup de contraintes, du fait de sa longueur, évidemment, et puis également des contraintes structurelles, des contraintes en termes de surface. On se confronte à toutes ces contraintes vraiment du site dans cette deuxième phase. C'est ce qu'on appelle l'étude de faisabilité. Et en fait, on va réaliser plusieurs scénarios d'implantation des fonctions dans le bâtiment, qui seront présentés, qui seront débattus, et sur lesquels la collectivité, au final, après tout un processus de débat ou de réflexion autour de ces scénarios, sur lesquels la ville devra se positionner. Et enfin, évidemment, une fois qu'on s'est positionné sur un scénario, c'est-à-dire une implantation possible, c'est-à-dire également un coût et un planning de réalisation de ce scénario, il va y avoir une troisième phase, qui est une phase de programmation, c'est pour ça que ça s'appelle la programmation. Et cette troisième phase, ça va être la rédaction finalement du programme, qui est le cahier des charges de l'architecte. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un document d'une centaine de pages qui décrit tout ce qui aura été travaillé avec l'ensemble des acteurs et tout ce qui aura été défini pour que l'architecte ensuite le comprenne bien, s'en saisisse et puisse dessiner le bâtiment. Peut-être une première vue sur le planning avec les différentes étapes dont je viens de parler. Donc l'étude de programmation qui arrive donc jusqu'au cahier des charges, le programme, se déroule sur le premier semestre de l'année 2022. L'idée c'est d'arriver à une programmation détaillée à la fin de ce premier semestre, pour ensuite enchaîner sur la procédure de choix de l'équipe de maîtrise d'œuvre, qui dure à peu près 6 mois également, donc plutôt sur le deuxième semestre 2022. Vous voyez ensuite des études de conception, puis également les choix, après les études de conception, le choix des différentes entreprises qui réaliseront les travaux. Donc tout ceci, les études de conception, puis ce choix des entreprises se fait généralement pour un projet de cette taille sur une année. Et enfin un chantier sur entre 1 an et demi et 2 ans, pour une réception qui est aujourd'hui prévue aux alentours de fin 2025, début 2026. Évidemment, ce planning prévisionnel, c'est un planning prévisionnel, évidemment, il peut varier en fonction des aléas, en fonction des décisions qui seront prises, de la complexité du projet. Comme vous a dit Monsieur le maire, le projet n'est pas totalement défini aujourd'hui, donc ce calendrier est assez hypothétique, mais ça donne néanmoins les grandes orientations et la durée à peu près prévisionnelle de cette opération. Donc si on continue,
comme je vous l'ai dit, on est dans une phase de recueil des besoins, de comprendre aussi ce que les Partenaisiens font ici et ce qu'ils voudraient faire plus tard. Et donc évidemment dans ces premières phases, mais Anne-Lise en parlera sûrement mieux que moi, il y a une nécessaire co-construction du projet. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'hypothèses sur ce bâtiment, vous les voyez écrites ici, c'est-à-dire qu'est-ce que ce bâtiment à terme va accueillir, quelles fonctions, quels espaces, quelles salles et pour quels besoins. C'est tout l'enjeu de cette première phase, c'est tout l'enjeu aussi des ateliers dont va vous parler Anne-Lise juste après. Et donc, en tout cas, pour pouvoir définir un programme détaillé, et donc un cahier des charges pour l'architecte, on a besoin de cette étape indispensable de recueil des besoins et puis de définition vraiment de ce qu'il va y avoir en fait dans ce bâtiment à terme. Je vais te laisser la parole. Oui, peut-être juste pour compléter sur cette diapositive. Non, si tu veux. Oh, pardon. S'il y a une nécessaire co-construction du projet, comme on l'a écrit sur la diapo aujourd'hui, c'est qu'il y a une forte volonté que ce lieu, ce palais des congrès, devienne un lieu du quotidien, un peu plus qu'il l'est aujourd'hui, et qu'on retrouve une vie partagée. Et donc on a écrit, voilà, laboratoire d'innovation sociale et culturelle, mixité des usages, tout ça. Voilà, c'est des idées, c'est des tendances, c'est des choses dont on a aussi déjà parlé avec les associations qui occupent déjà les lieux ou qui sont très impliquées dans la vie culturelle de la ville et qui sont partagées par tous. Du coup, ce qui est prévu pour l'instant en termes de concertation, ce sont 3 ateliers et puis la réunion de ce soir. Donc on a déjà réalisé un premier atelier avec les associations occupantes principalement et puis des associations très impliquées dans la vie culturelle. Et puis donc il y a 2 autres ateliers qui seront prévus. Comme on voit donc en jaune, c'est un peu notre mission à nous, et donc en fait on va faire des allers-retours entre ces ateliers et notre mission de programmation. Et on a vraiment besoin en fait de recueillir les avis à la fois donc, des acteurs professionnels et aussi des Partenaisiens qui voudront s'impliquer dans l'aventure pour définir au mieux ce qu'est cet équipement partagé de Parthenay. Donc le deuxième atelier aura lieu le 15 mars, donc on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure, avec les associations et puis donc des citoyens. Et le troisième atelier sera plutôt pour faire un retour sur nos scénarios. Donc là, on aura déjà un peu plus avancé en fait sur les hypothèses du projet. Et donc là, on pourra mettre un peu plus en question dans le détail. Et donc l'idée, on peut passer sur, juste pour compléter. Ensuite, il y aura probablement d'autres moments organisés, mais on adaptera aussi en fonction de l'avancée des discussions. Parce que comme vous l'avez vu, comme Antonin l'a expliqué, les études d'un projet architectural, c'est très long. Donc 1 an, par exemple, d'études où l'architecte travaille dans son coin, ça fait perdre aussi le lien avec le projet. Du coup, les habitants ne savent plus où en est le projet. Donc l'idée, après, donc, à développer, ce sera peut-être d'organiser, il y a des idées comme ça qui sortent pour l'instant, mais des événements festifs qui viennent préfigurer ce futur projet. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Et enfin, donc, pour préciser un tout petit peu plus le déroulé des 3 ateliers. Donc le premier atelier, c'était vraiment l'idée de recueillir les besoins et les synergies possibles entre les occupants actuels du Palais des Congrès. Parler aussi de mutualisation, d'ouverture au public, de vie culturelle au sein de Parthenay de manière générale. Le deuxième atelier, on va essayer de plus travailler sur l'identité du lieu pour les habitants de Parthenay et ce qu'on a envie d'y voir pour demain comme lieu de vie. Voilà. Et puis donc l'atelier 3, c'est ce que je disais tout à l'heure, on aura nous posé des contraintes plus précises sur la structure, sur des notions de surface, de budget, d'architecture. Vraiment, on va rentrer un petit peu plus dans le sans faire le projet architectural, mais on va rentrer un petit peu plus dans les contraintes techniques du projet.
Voilà. Du coup, on va peut-être introduire la phase de questions. Alors, ce qu'on avait prévu, c'était de plutôt recueillir 2 ou 3 questions d'un coup, puis ensuite on répond si voilà. La parole est ouverte. Ouais, je sais. Bonsoir. Il y a une question qui n'a pas été abordée, mais qui est quand même la dernière question à poser, c'est la contrainte budgétaire. Est-ce qu'on a déjà une idée de la limite qu'on s'impose? Je pourrais vous faire une réponse de Normand. On a travaillé aujourd'hui sur un plan pluriannuel d'investissement pour l'ensemble de la mandature pour la ville de Parthenay d'environ 36 millions d'euros d'investissement. On sait que c'est une capacité qui est supportable au regard aussi de financement extérieur, très clairement, puisque sans financement extérieur, on n'aura pas cette possibilité d'investissement. Ce qui veut dire que si l'on prend l'ensemble, le Palais des Congrès, naturellement, lui se situe, c'est une part de cet ensemble-là. Que des financements sont effectivement prévus par rapport, des cofinancements plus exactement, sont effectivement prévus, souhaitables pour la réalisation de ce projet, et que s'ils sont obtenus, l'ensemble est tenable. S'ils ne sont pas tenus, ça veut dire qu'il faudra certainement ne pas réaliser d'autres projets pour pouvoir réaliser celui-ci. Donc la réponse, je sais qu'elle n'est pas forcément très précise. Nous sommes environ sur plus d'une dizaine de millions d'euros d'investissement sur ce projet-là. Un petit peu plus. Je resterai très prudent, effectivement, parce que nous n'en sommes qu'au préalable. Donc si nous avons fait des estimations avec nos services, ça reste quand même quelque chose d'approximatif, puisqu'il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui sont à construire et à travailler. Donc si ça devait coûter plus cher, si nous avons les financements extérieurs qui sont en capacité d'absorber, on peut se le permettre. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il faudra soit réduire la voilure, soit ne pas réaliser certains autres projets pour pouvoir réaliser celui-ci. Donc, ce qui veut dire très clairement que ce projet-là est un projet prioritaire qui nécessitera de toute façon des moyens et qu'on y consacrera des moyens importants. Mais il y aura naturellement aussi une capacité au-delà de laquelle nous n'irons pas, puisque après, ça remettrait trop en cause finalement les besoins, que ce soit en termes de voirie, d'éclairage public, de remise aux normes d'un certain nombre de bâtiments. Beaucoup de bâtiments aujourd'hui ne sont pas aux normes. Certains bâtiments ne sont même pas déclarés en établissement recevant du public. Donc là, c'est ma responsabilité aujourd'hui qui est engagée. Donc tout cela, en fait, doit être corrigé au fur et à mesure. Et donc c'est cet ensemble qui doit se tenir. Donc c'est vrai que c'est un équilibre, en fait, qui n'est pas seulement lié, enfin qui n'est pas uniquement autour de cette opération, mais qui est lié sur un ensemble. Et c'est cet ensemble-là qu'il faut réussir à tenir. Veuillez attendre, s'il vous plaît, le micro, puisque si j'ai entendu, je ne suis pas sûr que ce soit forcément le cas de tout le monde. Je voudrais savoir combien est le coût estimé à peu près de détruire cette passoire énergétique dans laquelle nous sommes, puisque vous avez parlé du chauffage au départ. Alors, aujourd'hui, on n'a pas chiffré la démolition de cet équipement. Ce n'est pas la question qui est posée. La question qui est posée, c'est de réaliser un équipement culturel majeur sur le territoire. On y verra quelles sont les solutions techniques peuvent y être apportés. Est-ce qu'il faut effectivement en démolir la totalité? Ça risque d'être compliqué, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même une identification au niveau du ministère de la Culture sur l'objet architectural qu'est le Palais des Congrès. Donc il est reconnu avec une certaine identité. On aime, on n'aime pas, ce n'est pas la question. Je le dis très clairement. La question, elle n'est pas là aujourd'hui. Elle est sur la proposition culturelle, festive aussi, qu'on souhaite faire aux Parthenaysiens. Voilà, ça c'est la question. Donc après, on verra quelle est la solution technique et financière qui permet d'intégrer l'ensemble des objectifs qu'on s'est assignés, tout au moins la plus grande partie des objectifs. Et donc on verra si ça recouvre soit une réhabilitation lourde, une réhabilitation plus légère, une révision importante, ce qu'on appelle une rénovation. Il y a tout un jargonnage dans l'architecture et dans l'urbanisme. Une rénovation, ça veut dire qu'on repartira quasiment d'une coquille vide. Ça veut dire conserver peut-être
une ou plusieurs façades et de détruire l'intérieur pour reconstruire. Donc la question de la destruction, elle n'est pas posée aujourd'hui. Et elle n'est pas à être posée d'ailleurs. Ce n'est pas encore la question qui peut être posée. Aujourd'hui, on est sur le contenu, pas le contenant. Bonsoir. Vous vous adressez effectivement aux partenaisiens et partenaisiennes. Par contre, c'est un équipement qui se veut quand même destiné à accueillir l'ensemble des habitants du territoire, bien au-delà de Parthenay. Je pense à la Gâtine et peut-être même... est-ce que ce sera intégré dans les études qui sont projetées aujourd'hui ? Personne ne vous a, et en l'occurrence ne t'a demandé où tu habitais pour venir à cette réunion publique. Donc ça veut bien dire qu'on prend en compte l'ensemble des besoins. Et quand on prend les associations aujourd'hui qui organisent le plus de manifestations au sein de cet équipement, de cette structure, beaucoup de personnes ne sont pas originaires ou n'habitent pas à Parthenay. Donc elles sont souvent d'ailleurs, elles rayonnent souvent bien au-delà de Parthenay. Donc la contribution effectivement de ces associations et de l'ensemble des personnes qui souhaitent être associées à ces démarches à travers les ateliers dont on reparlera tout à l'heure, elles sont beaucoup plus larges. Donc il n'y a pas de fermeture. Mais par contre, c'est vrai que le choix se fera, et là je le dis aussi très clairement, par le conseil municipal de Parthenay. Puisque c'est bien la ville de Parthenay qui supportera l'investissement. Il y aura des subventions, et je l'espère, les plus importantes possibles pour pouvoir supporter plus facilement cet investissement. Et donc, il y a naturellement une représentation d'autres partenaires. Il n'y a pas que les habitants, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire les représentants du ministère de la Culture, mais d'autres autorités aussi seront partie prenante. Tout un ensemble de personnes personnes physiques et personnes morales qui doivent être associées à cette construction déjà intellectuelle de ce projet-là. Mais in fine, ce serait bien le conseil municipal de Parthenay qui décidera du projet qui sera retenu et qui sera construit. Je voudrais juste compléter qu'effectivement cet équipement il aura besoin d'être au-delà de Parthenay, certainement même au-delà de la Gâtine, que sa zone de chalandise, si je puis dire, doit être le plus large possible, et qu'il est même, ça sera nécessaire pour lui, mais c'est aussi une nécessité pour le territoire. Quand on a fait nos premières réunions, notre première réunion de lancement, on avait une interlocutrice de la région qui disait mais aujourd'hui, la nécessité de cet équipement, c'est d'être aussi, de répondre aux besoins du territoire. C'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on peut parler pratiquement de plein emploi à Parthenay, qu'on a du mal à recruter dans beaucoup d'entreprises, qu'on a du mal à avoir du monde actif sur place. Et pour garder des actifs, il faut avoir des structures à leur proposer. Le Palais des Congrès devra faire partie de ces structures à leur proposer avec un cinéma digne de ce nom et des spectacles culturels et un lieu de vie qui permettra de se dire je suis bien à Parthenay et j'y reste. Oui, bonsoir. Il y a quelque chose que je ne vois pas dans le projet. Enfin, deux choses en fait. Une très concrète, c'est sur les bâtiments, et une autre sur sa vocation culturelle et d'usage. La première, concrètement, on est centré sur le bâtiment, or la collectivité gère les collectivités d'ailleurs, puisque effectivement il y a la Parthenay-Gâtine, gère beaucoup de bâtiments dont une partie vraiment pas négligeable se montre inadaptée à leur usage. Si on parle... je ne vais pas donner d'exemple. Je pense que la collectivité est assez consciente de ça, mais je ne vois pas cet aspect-là apparaître. Or, les usages, par exemple, l'école d'art plat qui a été dans un établissement complètement inadapté, qui est dans un établissement excentré, pas forcément très adapté, le cinéma qui pose évidemment, on sait, beaucoup de problèmes, etc., etc. La peut-être future maison des jeunes qui est passée par, je ne sais pas, à ma connaissance, une demi-douzaine d'occupations qui sont toutes avérées très problématiques, autant sur le plan de l'usage que des normes. Il me semble qu'il y a ce manque. Je voudrais savoir s'il peut être brossé immédiatement, peut-être pas, mais
rapidement avant les phases 2 et 3, notamment en liaison avec l'architecte urbaniste, un point de l'existant, de sa capacité à répondre aux objectifs, également des contraintes écologiques d'accès, etc., qu'elle pose aujourd'hui et qui se poseront de façon encore plus grave demain. Voilà, ça c'est sur le bâti. Et d'autre part, la phase 1 réunissait des associations. Peut-être qu'on pourrait regretter qu'en parallèle avec les associations, des usagers qui ne sont pas forcément représentés par une association n'aient pas été consultés. Bon, ça c'est fait. En revanche, autant ce bâtiment a été conçu à une époque pour un usage, on s'est aperçu que c'était une erreur au bout de quelques années, autant ce bâtiment a subi une restructuration il y a 20 ans maintenant, en envisageant un présent des normes, des usages actuels. Je me réjouis de voir qu'il y a une équipe de programmation qui est riche, qui est missionnée sur ça. Par contre, partir sur simplement les associations existantes, les usages qu'on imagine maintenant, et ne pas inviter des acteurs qui vont être acteurs dans 20 ans, 30 ans et utilisateurs dans 50 ans ou 100 ans, ça me paraît un petit peu dommage. Et là, je parle de la génération des 15 à 20, 25 ans. Quels sont leurs rêves? Est-ce qu'ils ont été interrogés sur ça, sur la vie appartenait et dans la collectivité et au-delà, et puis jusqu'à quelle échéance? Parce que là, un programme, souvent, il répond à 20, 25 ans, 30 ans, dans le meilleur des cas, 50 ans, quand le bâtiment est bien né. Mais on s'aperçoit que là, les évolutions vont très très vite et qu'il faut aller au-delà de ça. Voilà. Je voudrais juste dire que ce soir, le programme, il n'est pas figé. Donc, pour commencer un programme, il faut déjà commencer à avoir une once d'idées. Donc, et puis, avant que nous, on soit là, des idées, il y en a été faites, des études, il y en a été faites. Donc, ça ne sert à rien de repartir à zéro parce que c'est encore des dépenses qui sont faites et qui sont inutiles. Donc, autant partir sur l'existant. Donc, il y avait un groupe d'associations qui occupe le lieu le plus sur l'année, qui s'était aujourd'hui rencontré, qui avait mené une réflexion avec un cabinet à l'époque pour monter un pré-programme. On s'est basé de ça pour commencer à constituer l'idée de prendre un programmiste. Mais après, aujourd'hui, si on est là devant vous, il n'y a rien de préconstruit. Il y a juste les premières idées, effectivement, qui sont nées de notre rencontre avec les associations qui occupent actuellement les lieux. Mais aujourd'hui, la porte, elle est très grande ouverte. Si on est là, c'est pour réfléchir ensemble. S'il y a des choses qu'on n'a pas pensées, que les associations n'ont pas pensées, mais elles sont les bienvenues. Il n'y a rien d'interdit. Effectivement, les jeunes qui pourraient être intéressés, malheureusement, ils ne sont peut-être pas là ce soir. Peut-être qu'on n'a pas su les capter comme il fallait, peut-être qu'on n'a pas su prendre leur parole. Mais demain, ils seront encore invités à se positionner sans aucun souci. On ne vient pas vous présenter un projet, on vient vous présenter l'idée de monter un projet. Et vous êtes vraiment associés pour qu'on réfléchisse tous ensemble. Alors là, on est en direct sur Facebook, donc peut-être qu'il y en a qui nous regardent sur Facebook. Je les invite à s'associer au projet s'ils veulent. Et toutes les idées sont bonnes à prendre. Donc à aucun moment, on est sur la préfiguration qui est faite. Aujourd'hui, on est en train de co-construire. On a bien parlé de co-construction, donc tout est bon à prendre et à imaginer. Et je ne pense pas avoir la science infuse et avoir forcément justement cette vision que certains jeunes ou même d'autres pourraient avoir, ou même des idées extérieures que je ne connais pas, que le cabinet ne connaît peut-être pas, que les associations ne connaissent pas. Donc c'est vraiment très ouvert. Et je rebondirai juste sur le programme, et je laisserai Jean-Michel répondre plus, que c'est la volonté totale des bâtiments qui sont à vocation communautaire et de la ville. Mais aujourd'hui, on est vraiment ici sur la volonté du Palais des Congrès, sur ce que l'on veut faire de ce palais demain. Donc effectivement, la ville est propriétaire d'un parc immobilier conséquent. La communauté de communes est propriétaire d'un parc immobilier conséquent, qui n'est pas toujours en bon état, ou même pas souvent en bon état. Mais Paris, c'est pas fait en un jour. La première pierre, elle est ici. Et demain, on continuera d'investir. Jean-Michel a parlé d'un programme pluriannuel d'investissement à PPI de 36 millions d'euros. C'est pas rien. C'est vraiment pour remettre tout en ordre de marche, au maximum. Mais tout ne se fera pas au claquant des doigts.
Et aujourd'hui, la première pierre, elle est ici. Oui, c'est bien ça, c'est l'objet de la réunion de ce soir, c'est justement de permettre à des personnes qui ne sont pas forcément membres d'associations, qui utilisent le plus fréquemment cet équipement, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir contribuer dans la durée sur l'élaboration de ce projet. Plus généralement, la ville de Parthenay donc, est propriétaire d'environ 90 bâtiments, moins de 10% est en bon état, très clairement. Une quinzaine ne sont pas aujourd'hui déclarés en établissement recevant du public. Certains n'ont pas d'occupation. Donc on est rentré effectivement dans une gestion aujourd'hui, on essaie d'être dynamique sur l'immobilier, c'est-à-dire savoir vendre, savoir aussi acheter, savoir réhabiliter. On fait le moins d'opérations neuves possible. L'idée est bien là aussi de contribuer en matière environnementale, vous en avez parlé tout à l'heure, ce qu'on dit refaire la ville sur la ville, etc., c'est-à-dire réhabiliter des sites existants dès lors que c'est possible. Ça peut aussi donner lieu parfois à des opérations de démolition, reconstruction. Donc on a cette vision-là. Certains projets sont plutôt bien élaborés. Vous avez parlé de la Maison des Jeunes. On espère pouvoir commencer les travaux donc à l'automne. Donc sur ce qui est appelé aujourd'hui la Villa Parthenay, c'est-à-dire à côté du Collège Mendès. Le projet initial était de l'ordre d'1,2 million. Ça, c'était l'enveloppe sur laquelle les élus s'étaient fixés précédemment donc, pour le bâtiment typique. On est arrivé à 2,5 millions, 2,7 millions à peu près sur le bâtiment typique. On a dit stop. D'abord, la localisation n'était pas forcément idéale par rapport à des jeunes, notamment des jeunes qui se déplacent en scooter, je vous passe les problématiques de bruit, etc. Donc il y a aussi cette réflexion. La Villa de Parthenay aujourd'hui nous permet d'atteindre cet objectif d'1,2 million. C'est quelque chose de concret. L'école de musique, naturellement, devra être déplacée. Elle n'est pas aujourd'hui dans les objectifs qui sont assignés en termes de présence dans cet équipement-là. Ça ne nous semble pas forcément pertinent. Par contre, il nous semble pertinent au niveau communautaire, je prends ma casquette de président de Comcom, pour penser un équipement qui soit un équipement d'école d'art sur lequel les arts plastiques et la musique pourront se retrouver, école d'art digitale pourquoi pas aussi, puisqu'on a un embryon de formation qui commence à être mis en œuvre. Mais ça, c'est aussi un autre projet. Quand je parlais tout à l'heure des 36 millions, effectivement, sur un plan pluriannuel d'investissement, il ne s'agit que de la partie municipale et pas de la partie communautaire. Et c'est bien toutes ces choses-là qu'on essaie de mettre en œuvre. Donc la réflexion sur le Palais des Congrès, c'est un élément très important parce que financièrement, il va peser et que symboliquement, il va peser et qu'en termes d'activité, il va fortement peser sur la ville de Parthenay. Mais cette réflexion, elle est donc plus large sur l'ensemble des besoins que nous avons. Sur l'aspect bâtimentaire, la réflexion aujourd'hui, elle est sur ce site avant d'être sur le bâtiment. Le site, il comprend ce bâtiment, il comprend l'espace qui est à l'arrière, il comprend l'esplanade également, et il va comprendre également les circulations, le stationnement. Ce sont aussi des choses qu'il faut avoir en tête. Donc c'est vrai que naturellement, on va s'attarder plus précisément à l'état de ce bâtiment. Donc il faut continuer donc, à réaliser, il y a un certain nombre d'études qui ont déjà été réalisées sur la structure du bâtiment. D'autres sont nécessaires pour y voir encore plus clair. Et elles vont être au fur et à mesure précisées au regard des objectifs qu'on s'est assignés et de ce qu'on veut mettre dans la coque. Et si on s'aperçoit que la coque ne permet pas de pouvoir recevoir tous ces services, tous ces objectifs, en quelque sorte, l'expression de ces objectifs, eh bien, on regardera plus globalement l'assise, l'emprise de cet équipement pour pouvoir le travailler différemment. Donc, c'est d'abord l'emprise spatiale qui est prise en compte avant le bâtiment. Ça, on remet les choses dans le bon ordre. Voilà ce que je souhaitais. Je ne sais pas si on a répondu à l'ensemble de vos questions. Alors, bonjour, bonsoir. J'avais une question un peu plus globale, c'était sur la vocation, enfin l'objectif. Il y a la réhabilitation du bâtiment lui-même avec ce qu'on va mettre dedans, mais justement par typologie, que ce soit sur la partie musicale, cinéma, ou enfin les différents projets qui ont été évoqués pour être regroupés sur le bâtiment, enfin dans le bâtiment. Quels sont les objectifs au niveau territorial, par exemple, par rapport aux offres qui peuvent être à Bressuire, à Niort ou à d'autres villes. Est-ce que l'objectif est simplement de réattirer les Parthenaysiens dans un lieu vraiment ici, ou justement est-ce qu'il y a un objectif fixé d'attirer plus large avec des offres différentes et pensées par typologie, qu'elles soient musicales ou autres? Merci. Il y a un double objectif.
Le premier objectif, c'est vraiment de redevenir le phare de la Gâtine et au-delà, c'est-à-dire un équipement qui attire sur tout le territoire, afin d'y avoir une vraie programmation au niveau du cinéma et une vraie programmation artistique au niveau des productions de spectacles, de théâtre, tout en étant conscient que l'offre a évolué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la jauge de la Clameur et la jauge de Bocapole, ce n'est pas la jauge bis du Palais des Congrès. Aujourd'hui, c'est être raisonnable, mais correspondre aussi à une offre d'une jauge plus réduite qui aujourd'hui n'est pas répandue sur le territoire. Aujourd'hui, tout le monde ne remplit pas 2500, 3000, 3200 personnes sur les jauges. Et une jauge de 1200 personnes, qui a été avancée, c'est la jauge qu'on juge acceptable et surtout nécessaire pour le territoire et qui répond à une vraie offre. Et le deuxième attrait, c'est effectivement d'attirer sur le territoire, dans toujours le même but, d'amener du flux dans la ville de Parthenay, d'un flux dans le centre-ville, pour redynamiser cette centre-ville, pour que cette ville soit vraiment le cœur de la Gâtine et le cœur de l'activité. Ça se passe ici. Bonsoir. J'avais d'autres questions qui ne concernent pas le projet abouti, qui concernent l'entre-deux. En fait, à partir du moment où la déconstruction va se réaliser, que vont devenir les spectacles qui se déroulent dans cette salle et avez-vous pensé à trouver un endroit pour pouvoir accueillir les productions, les associations qui aujourd'hui remplissent la salle régulièrement? Une concertation a déjà commencé, puisqu'effectivement, on parle de 18-24 mois de travaux, donc ça veut dire l'équivalent, en grosso modo, de 2 saisons sur Parthenay qui ne pourraient pas avoir lieu dans le palais. Donc aujourd'hui, cette réflexion, elle est menée avec les acteurs locaux. On les a rencontrés, on a déjà avancé des idées. On ne va pas se mentir, les saisons seront différentes. L'idée, c'est quand même qu'elles aient lieu sur le territoire. Donc aujourd'hui, on est en train de définir qu'est-ce qui sera possible de faire et de comment le faire. Oui, il y aura des saisons culturelles pendant la fermeture du Palais des Congrès à Parthenay. Elles seront différentes, mais elles auront bien lieu. Bonsoir messieurs, dames. Il va sans dire que ce palais, c'est un outil culturel qui va remplir une mission de service public. On le souhaite tous. Au-delà de ça, peut-être dans la prolongation de la question qui a été posée juste avant sur la concurrence éventuelle avec d'autres lieux qui existent dans la région, dans le département, est-ce que vous avez réfléchi à la rentabilité de ce projet en termes de ces échanges avec le privé? C'est-à-dire que là, je vois il y a plein de projets qui sont très intéressants et incontestables. Le cinéma, on sait aussi que ça va être forcément une source de rentabilité, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a un endroit dans le programme où vous allez vous dire, ce palais des congrès, il nous a coûté, il continue à nous coûter avec le budget, avec le pluriannuel, et sur une année, par exemple, on sait qu'il coûte des milliers d'euros à chauffer, est-ce qu'on a un objectif à se fixer sur ce qui doit au moins rapporter pour compenser, je ne sais pas, l'investissement ou ses frais d'utilisation, ses charges par exemple? Est-ce qu'il y a une ligne à un moment qui est réfléchie? Merci. Un équipement culturel par nature n'est pas rentable. Merci. Mais il est nécessaire. C'est comme une piscine. Quand on est sur un certain type de territoire, une certaine taille de ville, si on n'a pas de piscine, on ne compte pas dans le paysage. Je la fais courte, mais c'est ça. Par contre, on sait qu'effectivement, une piscine, ça coûte de l'argent et ça coûte beaucoup d'argent. Et si on ne l'a pas, on est sûr que les gens ne sont pas intéressés par ce territoire. De la même façon, je prends un équipement sportif, je prends un équipement culturel. Un équipement culturel de cette nature-là nous semble nécessaire, indispensable pour une ville comme Parthenay si on veut pouvoir rayonner, si on peut pouvoir être attractif, si on veut tout simplement pouvoir proposer une offre de qualité aussi à l'ensemble de nos concitoyens. Et on sait très bien que financièrement, ce ne sera pas équilibré. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà le coût d'investissement va être relativement important et que les locations ne permettent pas, quand on sait déjà que la collectivité en général accorde une location à minima, une location gratuite à l'année aux associations, c'est aussi un choix politique, très clairement, mais si on ne le fait pas, ce sera probablement compensé par des subventions. Donc l'un dans l'autre, c'est la même chose. Mais l'idée, c'est bien plutôt de favoriser la vie associative de notre territoire, donc de faire cet effort financier. C'est un choix politique, je le dis bien.
Et ça fait en sorte que, oui, c'est pas rentable financièrement. Par contre, sur l'aspect cinéma, le cinéma ne sera pas géré par la collectivité, ne sera pas géré par la ville de Parthenay. Il y a une structure en place, une équipe en place qui fait un très bon travail, qui est capable aujourd'hui, je pense, de diffuser des films qui intéressent pratiquement, pour ne pas dire tous les publics, au regard de leurs différentes sensibilités. Alors certains diront films commerciaux, films d'art et d'essai, peu importe le vocable qu'on utilise. Mais je pense qu'aujourd'hui, cette équipe présente dans la gestion de ce cinéma, elle est vraiment en mesure de pouvoir apporter l'ensemble des besoins, en quelque sorte, ou des appétences de chacun d'entre nous. Mais en même temps, eux sont dans une gestion financière qui est une gestion privée, dans laquelle ils peuvent avoir peut-être des aides financières qui sont très spécifiques au milieu du cinéma en France, qui est un milieu très réglementé, mais ils se doivent effectivement de gagner de l'argent pour payer les salariés, et donc ils seront dans cet objectif d'avoir un équilibre, tout au moins un équilibre financier, voire de pouvoir avoir quelques bénéfices supplémentaires qui seront très certainement réinvestis quelques années après. Et donc nous, dans l'élaboration de ce projet, on se doit d'intégrer cette dimension-là. Alors ça veut dire quelque part que si on doit assurer l'équilibre financier du cinéma par un loyer, par exemple, si c'est la solution qui est choisie, et on le verra puisqu'il y a aussi une phase d'analyse juridique et financière, ce n'est pas simplement un projet architectural, donc il y a bien cette phase d'analyse, mais il nous faudra donc pouvoir assurer cet équilibre financier à tout le moins donc pour le cinéma, et en même temps ne pas non plus creuser un fossé abyssal pour l'équilibre financier de la collectivité. Mais on sait que sur notre partie, on ne sera pas à l'équilibre financier. Autant on sait qu'on ne sera pas à l'équilibre, mais le but c'est d'être le moins en déficit possible. On est quand même on va essayer d'être des bons gestionnaires. Et donc là, l'idée est clairement déjà de réfléchir vraiment à ça. Donc c'est pas affiché puisque là on est vraiment sur la construction, mais ça fait partie de l'étude à un moment. Comme on est en train de réfléchir en même temps comment monter une saison culturelle pendant les travaux, on va réfléchir à comment faire fonctionner et comment faire rentrer, si je puis dire, de l'argent avec ce palais des congrès. Donc ça fera partie d'une réflexion. Et là-dessus, on ne s'interdit clairement pas d'aller voir comment ça se passe ailleurs pour prendre des exemples et trouver les meilleurs exemples pour essayer de faire la même chose à Parthenay. Il pourrait y avoir aussi une fausse bonne idée qui serait de dire faisons une salle, par exemple, une grande salle encore plus grande pour pouvoir attirer, c'était dit tout à l'heure, sur d'autres programmations, notamment à Bocapole ou à la Clameur, sur un public plus nombreux. Mais il faut savoir aussi qu'un spectacle, souvent, c'est déficitaire. Pas tout le temps, mais c'est aussi souvent déficitaire. Et c'est souvent aussi un choix finalement des collectivités d'avoir des salles importantes pour pouvoir attirer plus de monde, mais tout en supportant finalement le déficit d'exploitation de l'ensemble de la salle. Ça peut se faire de façon différente, d'ailleurs, on peut subventionner de façon très différente, on peut supporter des coûts directs ou indirects sur la charge d'un équipement comme culturel important, mais dans la plupart des cas, ces équipements-là ne sont pas des équipements qui gagnent de l'argent. Donc on a estimé, nous, que cette capacité aujourd'hui, elle était suffisante pour la ville de Parthenay. Peut-être qu'on se trompe, mais en tous les cas, c'est le choix qu'on a fait. J'avais une question concernant le mot territoire, puisque il a été employé à plusieurs reprises. Est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu plus en ce qui concerne sa pertinence, sachant qu'on est sur un territoire où s'exercent déjà plusieurs compétences et où on a aussi plusieurs acteurs politiques, administratifs, en particulier plusieurs communautés de communes, plusieurs communes, un pays, enfin voilà. On peut, je pense, l'appréhender de façon différente selon aussi la nature des équipements qui peuvent être proposés. C'est-à-dire que si on prend le cinéma, on sait qu'aujourd'hui on a une fuite quand même d'un certain nombre d'habitants autour d'une quinzaine de kilomètres autour de Parthenay, de gens qui vont aujourd'hui non seulement au CGR à Niort, mais qui peuvent aussi aller au Fauteuil Rouge à Bressuire et au dernier cinéma dont je ne connais pas le nom, à Thouars. Ce sont des équipements qui sont donc plus récents, qui ont une offre aussi plus importante, parce que plus de salles, parce que la possibilité de pouvoir programmer des films sur une durée beaucoup plus longue. Et donc aujourd'hui, je dis bien une quinzaine, vingtaine de kilomètres autour de Parthenay, on a une fuite assez importante. L'équipe du cinéma vient de réaliser, je ne sais pas si vous le savez, mais des travaux qui sont quand même déjà importants, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont revu
l'organisation des salles pour pouvoir avoir une plus grande, meilleure visibilité en fait sur les films, avec des fauteuils neufs, etc., qui seront réemployés d'ailleurs sur le nouvel équipement. Ça permet tout simplement, pourquoi ce choix-là, c'est parce qu'au regard du calendrier qu'on vous a proposé, on sait très bien que ils savent très bien d'ailleurs que s'ils ne proposent pas cette amélioration du service, la fuite risque d'être assez définitive. Quand on prend des habitudes de consommation à l'extérieur, il est difficile de revenir finalement sur ces habitudes-là. Ensuite, sur l'offre que peut présenter cet équipement, si l'on prend la radio, on est aujourd'hui sur une dimension plutôt gatine. Alors, gatine géographique, gatine historique, vaste question. 80, 90, 100 communes, je crois que voilà, c'est grosso modo à peu près le périmètre. Et puis, sur la vocation culturelle, et je crois qu'elle peut être de nature différente. C'est-à-dire qu'on a des programmations aujourd'hui sur le Palais des Congrès qui sont des programmations qui sont sur des types de spectacles qu'on ne trouve pas forcément d'ailleurs partout, et notamment même sur le Bocage ou sur le Niortais, et qui intéressent déjà et qui peuvent continuer d'intéresser donc un public qui vient d'assez loin, peut-être pas forcément en masse, mais qui vient d'assez loin, comme on peut être sur des programmations aujourd'hui ici, qui vont attirer un public très partenésien, ou une dizaine, une quinzaine de kilomètres autour de Partenay. Selon la nature des programmations, on a tout simplement des publics différents, qui ont des périmètres géographiques différents. Le portage, par contre, il est réalisé par la ville de Partenay. Ce n'est pas un sujet au niveau communautaire, on n'en a pas la capacité, la situation financière de l'intercommunalité est très fragile. Donc déjà, on restructure aujourd'hui cette intercommunalité et son organisation budgétaire. Et donc, ça n'aurait pas été supportable à l'échelle de la communauté de communes. Et au-delà de la communauté de communes, le pays n'a pas de compétence à porter des équipements de cette nature-là. Une première tentative, et je crois que c'était quasiment la dernière, a dû être faite avec le golfe de Mazières par le Pays de Gâtine. Donc ça remonte maintenant à quelques dizaines d'années, je n'ai plus forcément l'année en tête. Ça ne s'est pas forcément révélé être très bénéfique pour le territoire et pour la structure de pays à l'époque. Et depuis, il a été fait le choix de ne pas porter de programme d'investissement immobilier important sur le territoire. Donc, de fait, il revenait à la ville de Partenay de porter cet équipement. Bonsoir. D'abord, moi j'ai envie de vous remercier d'avoir imaginé ou eu envie de faire une démarche d'implication citoyenne. Je trouve vraiment intéressant que le poumon, le cœur de la commune, soit pensé par une multitude de cerveaux, pas seulement ceux des experts qui ont leur propre culture, leur propre manière de voir les choses, pas seulement ceux des élus qui ont leurs problématiques et leurs contraintes, mais aussi l'ensemble des Partenaisiens ou des gens de la Gâtine. Je me permettrai de faire deux suggestions. D'abord, sur la démarche même d'implication, il me semble qu'il va falloir être très clair avec ce que vous attendez des citoyens. Est-ce que vous êtes dans une démarche de consultation, de concertation, de codécision? Il faut qu'on sache dès le départ si la parole du citoyen est prise en compte, à quel niveau, jusqu'à quand, dans la démarche de l'ensemble. Ça me semble être vraiment important pour la réussite du projet. Et puis la deuxième suggestion, je ne sais pas si c'est une bonne idée telle que je vais le formuler, mais je pense qu'il faudrait l'ouvrir. C'est tellement important ce projet qu'il faudrait l'ouvrir encore plus à un moment symbolique. Vous parliez tout à l'heure de la présentation des scénarios. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une sorte de portes ouvertes sur les scénarios et de poser un système de vote sur ces différents scénarios, non pas pour que le résultat du vote soit mis en chantier immédiatement derrière, mais pour que les élus, eux, aient un avis éclairé d'une partie de la population qui aura voulu faire la démarche. En tout cas, bravo. Merci. Je vais me permettre de répondre à la première question. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a aucun interdit sur la parole du citoyen qui va être donnée. On est vraiment là pour construire le projet, pour réfléchir ensemble à ce qu'on pourrait faire dans ce palais des congrès.
Et je dirais que le but, c'est justement qu'à la fin, cette décision, ce ne soit pas une décision, mais ce soit pratiquement une unanimité. On soit tous d'accord, comme quoi c'est la meilleure solution, c'est la chose que l'on désire pour le territoire. Alors on ne fera pas l'unanimité, ça c'est sûr. Mais c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, mettons-nous tous autour de la table, non pas pour décider, mais pour co-construire et créer ce palais des congrès de demain. Donc aujourd'hui, quand on a fait la conférence de presse, il y a un des journalistes qui nous a dit « Mais si demain je viens en vous disant, moi je veux faire un hammam dans le palais des congrès ». Mais très bien, posons-le, réfléchissons-le, les pourquoi, le oui, le non, le qu'est-ce qui... Et finalement, c'est ça, co-construisons jusqu'au bout, du début jusqu'à la fin. Et à la fin, pour moi, ça va paraître une évidence. Et on parle effectivement d'un scénario, 2 scénarios, 3 scénarios, mais peut-être qu'à la fin, ça sera tellement une évidence qu'il n'y aura pas plusieurs scénarios, mais qu'un seul scénario, qui sera une évidence pour tout le monde. Alors, ça sera le meilleur des choix, peut-être une utopie, mais finalement, co-construisons ensemble pour ne pas avoir à décider. Je dirais. Bonsoir. Juste une toute petite question. Je rebondis sur ce que Christian disait. Je suis intéressée par le panel citoyen, enfin savoir comment vous allez le déterminer. J'ai vu que vous alliez organiser autour de 45 citoyennes et citoyens. Et je voudrais savoir quels vont être vos critères de choix si vous avez 200 candidatures. Comment allez-vous déterminer quels citoyens vous allez retenir pour ce panel? Et avez-vous envisagé la parité au minimum? Merci. Alors, on en parlera après, ce sera après la partie questions-réponses. Je ne suis pas sûr qu'on ait 200 personnes qui soient intéressées et je pense que toutes les personnes qui voudront participer pourront participer en fait. C'est surtout ça aujourd'hui ce qui nous motive, c'est ce qui nous intéresse, c'est que de faire en sorte que toutes celles et tous ceux qui le souhaitent puissent participer. Donc ça veut dire pas forcément non plus de parité malheureusement. Ça dépendra, peut-être qu'il y aura plus de femmes que d'hommes, peut-être que ce sera l'inverse, j'en sais strictement rien. Mais l'idée, c'est bien que toutes celles et ceux qui veulent participer à un moment ou à un autre à cette réflexion puissent le faire. Pour terminer quand même sur l'aspect, finalement, tu as pratiquement répondu à la première et la deuxième question à la fois. On n'a pas aujourd'hui, effectivement, je le dis très, très sincèrement, on n'a pas la vision aujourd'hui claire de savoir jusqu'où on va aller en termes de concertation ou de participation plus exactement. Pourquoi? Je dirais une démarche quelque part universitaire pourrait dire ok, on choisit ou la consultation. La consultation, c'est aller à la rencontre des gens pour à un moment donné donner une information et recueillir aussi une position. La concertation, ça va aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on associe un peu plus les gens dans la durée sur les choix, sur les études, sur les réflexions qui sont faites. Et la participation va aller encore beaucoup plus loin, c'est-à-dire que là, les gens sont véritablement dans le système pratiquement même décisionnel, en quelque sorte, qui est mis en place. La difficulté sur un projet comme celui-ci, c'est qu'il est extrêmement complexe dans l'ensemble des objectifs qu'on a assignés au groupement d'études pour le moment, et qu'on s'est assigné finalement. Il est extrêmement complexe sur l'aspect bâtimentaire parce que les premières études qui ont déjà été réalisées nous montrent un certain nombre de difficultés dans ce bâtiment-là, au regard de choix qui peuvent être faits. Il va être complexe aussi dans la réalisation financière. Et donc l'idée, c'est de ne pas non plus faire naître, en quelque sorte, de faux espoirs, j'allais dire. Il n'y a rien de pire, à mon sens, que de dire aux gens, vous allez être en capacité de décision, si finalement, et ça ne sera peut-être pas le cas, si finalement il n'y a réellement qu'une seule possibilité qui soit liée à des contraintes. Contraintes qui intègrent les objectifs, qui intègrent donc l'aspect bâtimentaire et l'aspect financier. Si on ne peut finalement réaliser qu'un seul projet, qu'un seul scénario, que par les contraintes, mais tout en réalisant quand même un certain nombre de choses qui nous permettent de satisfaire les objectifs qu'on s'était fixés, ça veut dire qu'on va dire aux gens, grosso modo, c'est ça ou c'est pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? C'est un peu difficile. Donc c'est plutôt effectivement la démarche qui est proposée par Pierre-Alexandre de se dire, on aura peut-être un scénario, plusieurs scénarios. Si on a plusieurs scénarios, dans ce cadre-là, il sera beaucoup plus facile d'aller à la rencontre des gens et de les faire participer. Et pourquoi pas d'aller jusqu'à une votation? Pourquoi pas? Mais il faudra que l'ensemble de ces scénarios présentent les objectifs qu'on s'est assignés, ou du moins avec certainement des avantages et des contraintes, mais tous acceptables,
dans un cadre financier bâtimentaire qui soit aussi acceptable. Et aujourd'hui, de cela, on ne sait pas grand-chose. Donc, on ne veut pas faire naître en fait de faux espoirs. Si on est en capacité de pouvoir aller jusqu'à cet aspect-là, on le fera. Si on n'y est pas, eh bien, on expliquera clairement les choses aussi à l'ensemble des Partenaisiennes et des Partenaisiens, ou des Gatinelles et des Gatineaux, pour prendre une vieille expression sémantique locale. Et dans ce cadre-là, on vous expliquera pourquoi on n'a pas d'autre choix possible, tout en réalisant quand même quelque chose qui permettra de rassembler un certain nombre d'objectifs. Voilà. Ce n'est pas satisfaisant peut-être en termes de réponse aujourd'hui, mais il ne faut pas faire naître de faux espoirs là où on n'a pas d'évidence très clairement. Je ne veux pas qu'on mente aux gens. Je crois qu'aujourd'hui, la désaffection de nos concitoyens par rapport à la politique, c'est souvent de leur faire croire que, dès le départ, tout est ouvert, tout est possible. Ça ne l'est pas. Ce n'est pas la vraie vie. Et donc, on va avancer ensemble. Sur la première phase d'étude, est-ce que vous avez déjà une idée du nombre de salles que vous allez faire rentrer dans le bâtiment? Parce qu'on a compris qu'il y a un point de vue budgétaire, un point de vue aussi de volume. On parle de plusieurs salles de cinéma, certainement plus que ce qui existe aujourd'hui au cinéma Le Foyer. On imagine que la salle de spectacle va être encore ici, salle de théâtre également, plus la radio et peut-être des salles de réunion ou autres structures liées à la culture. Donc ça, c'était déjà ma première question. Et une autre question derrière, si vous souhaitez ouvrir un peu plus, je dirais, la culture en dehors de ce qui existe aujourd'hui dans le bâtiment, est-ce qu'il est prévu de contacter, peut-être que c'est déjà fait, des boîtes de production, peut-être pour apporter des choses complémentaires à ce que les programmations locales existent? Et si c'est le cas, est-ce qu'on va être contraint d'augmenter les semaines? Parce qu'on sait que les associations locales utilisent et occupent énormément le bâtiment. Et là, il va falloir peut-être soit dédoubler les salles ou faire une croix sur les productions extérieures. Voilà. C'était un petit peu mon souhait de savoir si vous vouliez ouvrir plus que ce qui existe aujourd'hui ou pas. Sur le nombre de salles, clairement aujourd'hui, on n'a aucune réponse précise. On en est vraiment à l'état des lieux des contraintes, à l'état des lieux des structures, mais on n'a aucune idée de ce qu'il est possible demain de faire avec la contrainte financière aussi qu'il existe. Sur la production, j'ai répondu tout à l'heure en disant que le but c'était d'avoir un déficit d'équilibre le plus faible possible, et donc du coup c'est d'ouvrir au maximum. Et là aussi, ça sera donc effectivement d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Ça sera peut-être de co-organiser aussi ce qui se passe dans le Palais des Congrès. Peut-être qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans le Palais des Congrès qui n'ont pas forcément raison d'être dans le Palais des Congrès. Jean-Michel parlait tout à l'heure de la gratuité qui est offerte à toutes les associations. C'est effectivement un soutien important, normal, mais est-ce que toutes les manifestations doivent forcément se passer dans le Palais des Congrès parce qu'il y a cette gratuité? C'est une réflexion qu'il faudra un jour mener. Et il y a aussi l'attente, puisqu'on est là aussi pour parler de la vision du Partenaisien, du Gâtinais. C'est quelle est l'attente de ce public, et peut-être que l'attente, elle est aussi d'avoir des productions extérieures, et à ce moment-là, il faudra aussi y répondre. Donc le but, c'est vraiment d'avoir un outil qui soit un lieu de vie, donc pour que ce soit un lieu de vie, il faut qu'il serve le plus possible, et donc effectivement, pourquoi pas emmener plus de production extérieure. Alors, si pour le moment, donc Jérôme, si tu veux bien, on n'a pas de certitude, c'est ce que Pierre-Alexandre disait à l'instant, on n'a pas de certitude sur la capacité à pouvoir réunir tout ce qu'on avait envisagé sur ce site-là, puisque c'est l'objet justement de ces études, et aussi de ce que vous pouvez nous proposer en termes de peut-être d'usage complémentaire. Le cahier des charges, puisqu'on en a quand même un, aujourd'hui il est organisé autour de ça. C'est-à-dire se dire qu'on souhaite pouvoir conserver une salle multifonction, c'est celle-ci, grosso modo une capacité de 1200 places debout, 900, 850, 900 assis. J'arrive plus. Où est-ce qu'elle est? Voilà, donc oui, non pardon, c'est la salle de spectacle congrès, autant pour moi. La salle multifonction assise, donc c'est plutôt une salle qui peut servir de théâtre, etc. Donc d'environ 400-450 places à peu près. Un cinéma de 4 salles. Alors comme j'ai aucune mémoire des chiffres, c'est une catastrophe.
4 salles, si mes souvenirs sont bons, de dette, c'est 250 places pour la grande salle, 90 pour l'autre d'après, et 2 salles plus petites de 70 places. Donc ça, c'est assez précis. De pouvoir y conserver donc, la radio locale, l'office de tourisme, le service d'action culturelle. Une nouveauté à travers le studio, un studio d'enregistrement qui est une proposition notamment portée par un collectif de plusieurs acteurs culturels locaux. Et puis, donc l'office de tourisme, je ne sais plus si je l'ai dit, et donc l'hôtel de vie associative qui est plus un lieu en fait de renseignement et d'information d'associations que de bureaux, etc. Si on a la capacité à pouvoir avoir quelques autres salles qui permettent de recouvrir une fonction de palais des congrès en tant que tel, eh bien, cela y sera aussi réalisé. Voilà. Donc c'est l'ensemble en fait de ces objectifs-là aujourd'hui qu'il faut savoir évaluer, mesurer au regard donc des contraintes techniques et des contraintes financières. Peut-être que finalement, à travers votre association dans les ateliers, pour celles et ceux qui le souhaiteront, d'autres usages vont venir s'intégrer dans ce dispositif-là. Peut-être qu'à l'inverse, certains usages vont sortir en fait de ces objectifs. C'est tout l'enjeu finalement et tout l'intérêt de cette association, donc de l'ensemble des partenaisiennes et des partenaisiens, et puis d'acteurs associatifs, ceux qui étaient présents dès le début de la démarche, mais d'autres aussi, s'ils le souhaitent. Il n'y a pas d'exclusivité au regard des 4 grands acteurs associatifs de ce territoire. Et donc c'est tout cela qui va être pesé. Et puis quand on aura abordé effectivement les questions techniques et donc de structure de bâtiments, etc., d'organisation de bâtiments et financière, on verra de tout cela ce qui peut ressortir. Je reviens après sur la question des scénarios. Peut-être qu'un scénario, peut-être plusieurs scénarios, on verra effectivement ce qui va en ressortir. Et c'est pour ça qu'on fait des études, parce que si on connaissait les réponses dès le début, on se passerait de ces études. Oui. Bon, c'est bon, j'ai la parole, mais elle est beaucoup demandée. Quand je vois studio d'enregistrement, mixage audio, à l'heure du multimédia, où est la vidéo? Vous avez parlé d'une école du numérique, heureusement qu'elle est là. Mais quand on voit les films sur les musiciens, notamment la chaîne il faut mettre les deux, c'est obligatoire. On ne peut pas mettre qu'une chose, quoi. La vidéo, évidemment, est secondaire. J'ai une autre question. C'est comment vous intégrez les jeunes. C'est-à-dire, vous avez mis YouTube, là, ce soir, c'est très bien, mais étant prof en collège, comment vous interpellez la jeunesse de Parthenay, de 11 ans jusqu'à, je sais plus quel âge ils vont, au centre aéré, la ville fait quelque chose, mais à partir de 16 ans, en gros, ou 15 ans, jusqu'à la fin du lycée, ils se débrouillent tout seuls. C'est aussi comment vous questionnez les lycéens, comment vous allez intégrer les lycéens au débat. Ici, on n'est que des majeurs et vaccinés. Voilà, comment vous allez intégrer les jeunes à ce débat. Je laisse la parole. Alors, sur les jeunes, je vous informe quand même qu'il existe, et ce n'est pas nous seulement, puisque ça existait déjà il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a des animateurs référents jeunesse, en fait, qui interviennent auprès des jeunes sur Parthenay. On renforce d'ailleurs ce dispositif avec des animateurs supplémentaires. C'est ce dont je parlais aussi tout à l'heure à travers la villa Parthenay campus des jeunes. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Après, de dire qu'on va effectivement aller à la rencontre de tous les jeunes, non, pas plus qu'à la rencontre de tous les adultes. Il ne faut pas non plus se mentir. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses quand même qui sont proposées en direction des jeunes. Et puis, je pense que les associations aujourd'hui qui proposent dans leur grande diversité, en fait, un certain nombre de choses en direction de plein de publics représentent aussi une partie des jeunes. C'est-à-dire que de penser que les jeunes doivent absolument être intégrés, présents dans une démarche, est-ce que les 10, 15 ou 20 jeunes qui seront intégrés dans cette démarche parleront au nom de tous les jeunes? Qui peut se prétendre aujourd'hui en capacité de représenter tout le monde? Personne. C'est bien un ensemble, effectivement, c'est toutes les tentatives que l'on fait à travers les associations, à travers vous qui êtes présents ce soir, à travers d'autres rencontres qui auront lieu, à travers nos référents jeunesse qui travaillent avec les jeunes au quotidien. C'est toutes ces choses-là qui permettent de concourir à un moment donné à essayer d'avoir quelque chose qui est le plus exhaustif possible. Mais attention aussi, il ne faut pas non plus penser que tout est possible de faire, d'être réalisable.
Il y a des choses qui ont déjà été faites. On a participé avec l'ensemble des conseillers municipaux qui le souhaitaient il y a quelque temps à une restitution d'un travail qui a été fait justement de collectage auprès de la parole des jeunes au cinéma Le Foyer. Beaucoup de choses ont été dites sur plein d'aspects culturels, commerciaux, en termes d'équipement, de loisirs, etc. Beaucoup de choses en sont ressorties et c'est aussi à cette occasion-là qu'on a pu avoir quelques éléments qui nous permettent d'enrichir ce programme de réalisation autour du Palais des Congrès. Voilà, il y aura d'autres choses qui se feront, pas forcément donc, spécifiquement pour le Palais des Congrès, mais qui nous permettront de pouvoir avoir aussi, quelque part, une vision, un besoin, et on verra après ce qu'on retiendra ou pas. Et je donnerai juste une toute petite précision sur le studio. Effectivement, c'est mes studios, enregistrement et mixage audio. C'est vidéo aussi, puisque le but, c'est de pouvoir monter en conditions cinéma tous les montages vidéo pour faire le parallèle entre l'image et l'audio. Donc c'est les deux, mais ça n'a pas été précisé sur la diapo. Bonsoir et merci d'avoir organisé cette soirée. Au début, vous avez parlé de l'arrière du bâtiment qui se détache un peu, qui est instable, et du petit square qui prolonge le Palais des Congrès, qui a été déjà utilisé en partie après la construction pour faire le monte-charge horrible architecturalement. Et donc, pour que nous puissions repartir de la soirée avec une idée du volume global sur le terrain sur lequel on peut travailler, puis ensuite revenir aux prochaines réunions, est-ce qu'il y a la possibilité d'allonger le Palais des Congrès sur le square, ou est-ce qu'il y a un interdit, par exemple, des architectes des bâtiments de France par rapport au volume actuel, enfin à la surface au sol actuel du Palais des Congrès? Possibilité d'allonger ou pas? Aujourd'hui, il y a une possibilité d'allongement. Ça change beaucoup de choses sur le volume. D'allongement d'ailleurs, parce que tu viens de parler effectivement dans sur le l'arrière. square, oui. Il y a aussi de ce côté-là la possibilité de gagner aussi un peu de surface. Aujourd'hui, il n'y a pas de véritable interdit de la part de l'architecte des bâtiments de France. Il est plutôt dans une démarche ouverte justement. Bon, il nous a clairement dit, ce bâtiment est identifié par rapport à son architecture. Donc, comme je disais en introduction, toute modification nécessitera, une modification importante nécessitera l'avis de la Commission régionale d'architecture et du patrimoine, qui est un avis dont on devra tenir compte. Ce n'est pas un avis consultatif, c'est bien un avis qu'il faudra intégrer dans les choix qui seront faits. Et donc c'est bien au regard de l'ensemble justement des données qui seront présentées et posées donc, par notre groupement d'études avec les choix que nous serons amenés à faire, qui permettra à cette commission régionale de dire ok, on vous suit sur ça ou on ne vous suit pas. Et l'idée c'est bien évidemment d'associer l'architecte des bâtiments de France et l'ensemble des équipes je dirais émanant du ministère de la Culture sur toutes les dimensions d'ailleurs dans l'élaboration de ce projet, parce que l'architecte des bâtiments de France a une vision sur le bâtiment, mais si on prend l'ensemble des services au sein de la Direction régionale des affaires culturelles, donc du ministère de la Culture, vous avez aussi des gens qui vont s'exprimer sur ce qu'on va apporter à la population en termes de services et de propositions culturelles. Je reviens sur mon histoire, contenu, contenant, c'est bien l'ensemble qui va être posé. Et si à un moment donné, la proposition qui est faite et qui peut recevoir finalement l'agrément des représentants du ministère de la Culture parce que elle permettra d'étoffer et de présenter quelque chose de vraiment intéressant pour les habitants de ce territoire, nécessite par contre de faire des choix peut-être assez draconiens d'un point de vue de l'architecture, eh bien, au sein même du ministère de la Culture, il y aura une discussion pour savoir ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. Donc c'est toujours cette histoire, contenu, contenant, proposition culturelle, aspect bâtimentaire, qui est à poser, qui est un équilibre dont on ne connaît pas aujourd'hui les réponses. Oui, je voulais poser une question. Alors, c'est vraiment ras des pâquerettes, mais comme vous avez parlé des budgets, puis de l'ordre de grandeur, investissement, 32 millions, enfin bon, est-ce que ça serait possible d'éclairer le débat et les possibilités ou limites en rappelant quelle est la superficie actuelle développée du Palais des Congrès? Je devrais être capable de le dire, mais je ne sais plus si c'est de l'ordre de 4 ou 5 000 m². Et à l'heure actuelle, question aux programmistes, à l'heure actuelle, à combien s'élève le coût du mètre carré dans un bâtiment neuf
multifonction comme ça. Donc j'imagine qu'on sera forcément à des 20-30% près, mais ça donnera un petit ordre de grandeur quoi, en mètres carrés et en rénovation de notre côté. Voilà. Alors, pour être assez précis, on est à 4500 mètres carrés environ de surface entre façades, comprenant tous les niveaux de plancher du bâtiment actuel. Et sur un programme neuf, donc ce qui n'est pas le cas ici, hein, évidemment, voilà, l'étude dira quel serait le ratio pour un bâtiment comme celui-ci. Donc pour le moment, je ne peux pas vous le dire, mais sur un bâtiment neuf, sur des salles comme c'est projeté ici, on est aux alentours de 2 000 € du mètre carré, hors taxe. Voilà. Équipement non compris. Équipement scénographique, par exemple le gradin mobile sur lequel vous êtes, non compris. Ouais. 2 000 € hors taxe du mètre carré, hors ingénierie également. Donc sur l'ingénierie, vous rajoutez en général 15 à 16, 17% à peu près. En fait, les voilà. 2 000 € hors taxe du mètre carré, c'est le coût des travaux en tant que tel, pas le coût de tous les intervenants qui sont passés avant pour que ces travaux soient possibles. Bon, on a une problématique sur ce bâtiment qui n'est pas forcément celle de la surface globale, mais plutôt de la façon dont les surfaces sont réparties. Alors vous avez pu voir quelques images tout à l'heure. Pour ceux qui connaissent le Palais des Congrès dans son intégralité, dans son entièreté, vous avez beaucoup de niveaux différents. Parfois des petits niveaux, pour quelques salles, etc. Mais ce sont des marches, 2 marches, 3 marches ici, une quinzaine de marches là-bas, etc. qui font que finalement on a un volume très important, une surface très importante, qui correspondait à un moment donné à un choix aussi, et qui a permis, je pense, à ce Palais des Congrès quand même d'avoir une notoriété importante sur l'ensemble du territoire, mais qui aujourd'hui, effectivement, d'un point de vue de l'architecture, de contraintes thermiques, etc., et enfin de contraintes environnementales, nous semble complètement dépassé, voire complètement hérétique. Mais ne jugeons pas le passé. Ça correspondait à une autre vision des choses, à une autre époque. Mais aujourd'hui, c'est vrai que si on en a la possibilité, il faudrait revenir à un fonctionnement beaucoup plus, j'allais dire fonctionnel justement, beaucoup plus efficient. Et est-ce qu'on en aura la possibilité? Parce que quand il y a des niveaux différents, vous imaginez qu'au sein de la structure du bâtiment, vous avez des répartitions de charges, etc., qui font qu'on ne peut pas forcément tout modifier sans fragiliser l'entièreté. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui en fait qu'il faut mesurer. Je voudrais juste apporter une petite précision. Pour qu'on travaille vraiment bien dans l'ensemble, je pense qu'il ne faut pas commencer par se donner des contraintes. Elles existent et il faut les avoir effectivement en tête. Mais si on commence à se donner une contrainte, c'est quoi l'enveloppe, c'est quoi le nombre de salles que l'on veut, à force de se donner 30 contraintes, on va finir par se dire finalement c'est pas possible, on arrête là. Donc aujourd'hui, mettons-nous autour de la table, rêvons un petit peu, même s'il faut effectivement rester conscient des contraintes, mais rêvons un petit peu et dessinons un vrai projet. Et après, il y a des fois on arrive à faire fi des contraintes parce que justement les rêves font des forces. Alors, ça va être une bonne transition. Je vais demander à Magali Proust, première adjointe, si tu veux bien nous rejoindre, notamment donc pour aborder la dernière partie sur la démarche citoyenne et, et sur la participation donc, des habitants à ce processus. Bonjour à tous, Magali Proust, je suis donc première adjointe à la ville de Parthenay. Merci d'être là, nombreux. C'est agréable de vous entendre depuis le début de cette réunion. Effectivement, moi, dans ma délégation, j'ai la participation citoyenne. Donc, il a déjà été évoqué plusieurs ateliers. Donc, quand vous allez sortir de cette salle, en fait, vous allez pouvoir vous inscrire sur un document pour participer à ces ateliers. Si, madame en a parlé, des ateliers, l'atelier du 15 mars, j'ai entendu. Notamment sur l'atelier du 15 mars qui associera des habitants aux associations usagères du Palais des Congrès actuel. Donc quelqu'un effectivement a parlé de la jauge de 45, c'est la jauge qui nous paraît la plus pertinente pour pouvoir animer sous forme de sous-atelier en fait
un grand groupe comme ça. La question du si on est plus, ce serait formidable. On envisage éventuellement un tirage au sort si on est au-delà de 45. Mais bon, c'est à voir, parce qu'en fait, on part de zéro dans ce domaine. Donc, on ne sait pas combien vous allez être à vouloir vous inscrire, notamment à cet atelier. Vous, en étant là, vous pourrez donc prendre ce document. Et puis, les inscriptions sont en ligne jusqu'à encore une semaine pour les gens qui souhaiteraient s'inscrire en ligne. Donc ça, ce sont les ateliers par rapport à la programmation. Je voudrais juste compléter, parce qu'on a parlé des jeunes qui sont difficilement mobilisables lors d'une réunion publique, on le voit souvent. Parlez-en aux jeunes autour de vous s'ils peuvent s'inscrire sur le formulaire en ligne. Alors, pour revenir sur les jeunes, effectivement, Monsieur le maire en a parlé. Il y a des podcasts en ligne sur des dizaines de captations qui ont eu lieu il y a quelques mois de cela auprès de jeunes scolarisés, auprès de jeunes au sein de leur club sportif et activités culturelles. Et si vous prenez le temps d'aller écouter ces podcasts et la façon dont les jeunes eux-mêmes ont fait des sélections et ont mis en scène ça, je pense qu'il y a matière à nous nourrir, nous élus, pour un mandat, voire deux en réalité. Donc on a la matière, à nous de ne pas la laisser dans un coin et de toujours s'y référer, se le réécouter, parce que pour le coup, on a de l'inspiration dans ces podcasts qui sont en ligne sur le site de la communauté de communes. Ça n'augure pas qu'il ne faut pas aller les reconsulter, mais en l'occurrence, le travail il a été fait et très bien fait, et on a de quoi s'inspirer pour les années qui viennent. Concernant le Palais des Congrès, donc il y a les ateliers qui vont être animés par le cabinet, et puis nous on a souhaité la ville peut-être travailler à la mémoire du Palais des Congrès, c'est-à-dire peut-être récolter des images, des histoires, des souvenirs pour pouvoir peut-être animer un temps fort à un moment donné. Mais du coup, vous pourrez vous inscrire aussi à ce temps-là à travers ce formulaire qui serait de la construction du Palais des Congrès à aujourd'hui. C'est toujours aussi, quand on se projette vers l'avenir, de prendre le temps de s'imprégner du passé. C'est aussi intéressant et c'est ce que nous, en direct avec la ville, et notamment avec le service, l'embryon de service participation citoyenne, qu'on souhaite vous réunir et construire cela. Et puis il y aura un autre temps d'organisation d'un événement au début des travaux, donc de la même manière. Soyez convaincus que cette énergie qui émane des collectifs et des discussions collectives, des réflexions, on en a besoin et on veut l'introduire dans tout ce projet et dans d'autres projets aussi. Mais on est convaincus de l'intérêt de réfléchir collectivement à ce genre de projet. Voilà. C'est tout ? J'ai pas mal. Donc n'hésitez pas, en sortant, soit à prendre un formulaire, soit après aller sur le site pour vous inscrire. Et plus vous serez nombreux, mieux ce sera. Si on doit gérer au-delà de 45, on gérera l'abondance, on verra ça. Ouais, il ne faut pas s'interdire, s'il le faut, de faire un petit avenant et d'avoir un groupe supplémentaire, pourquoi pas. Parce que c'est vrai qu'au-delà d'un certain nombre de personnes, on a toujours une difficulté à pouvoir travailler. Ça, c'est c'est très pratico-pratique. Et si véritablement il y avait au-delà, eh bien à ce moment-là, on fera plusieurs ateliers et puis voilà, c'est pas grave. L'intelligence est toujours bonne à prendre. Est-ce qu'il reste quelques questions ? Tout en haut ? Anthony ou Karine, je ne sais pas. Anthony, tu n'as jamais fait autant de sport. La prochaine fois, tu viendras courir avec moi ? Je peux. Juste par rapport au contenu, et puis justement, si toutefois, par exemple, il est défini que dans cet espace-là, du Palais des Congrès, 4 salles de cinéma, c'est pas possible, ou que une affluence serait très importante et le parking ne suffirait pas. Enfin, est-ce que tout ça, ça a été évoqué ? Est-ce qu'il y a un plan B, l'externalisation des choses qui ne pourraient pas rentrer dedans, qui va se profiler, ou vraiment, coûte que coûte, on fait tout rentrer dans le contenant? Coûte que coûte, non, mais il
n'y a pas de plan B dans le sens où s'il y avait un plan B, ça voudrait déjà dire que quelque part on sait que c'est pas réalisable. Et que vraisemblablement, on pense que à peu près, je dis bien l'entièreté du programme doit pouvoir être réalisable. Maintenant, il faut effectivement mesurer véritablement les conditions techniques de réalisation et les conditions financières. Mais si on avait un plan B, ça voudrait dire quelque part que déjà les choses étaient écrites et que on n'était pas sûr de nous. Donc je ne dis pas qu'on est sûr de nous, hein, vraiment pas. Mais si on ne se fixe pas des objectifs et une ambition, il ne faut pas le faire, quoi. Oui, bonsoir. Ça a été évoqué juste à l'instant, la question des parkings. Est-ce que la réflexion va amener à repenser peut-être l'occupation de la place du drapeau et donc c'est-à-dire réfléchir au-delà vraiment de notre coquille, du Palais des Congrès, de ce qu'on peut y apporter et ce qu'on fait des événements autour, puisque ce soir par exemple, voilà, on a les fêtes, la foire des cendres qui est là. J'imagine que tout le monde n'a pas forcément eu une place sur le parking, donc dans ce schéma avec pourquoi pas, effectivement, rêvons 4 belles salles de cinéma avec une belle fréquentation, un spectacle en plus le même soir. On sait qu'au cours de l'année, il y a le flip, les fêtes de Pentecôte, la foire des cendres et tout ce qu'on va retrouver, on l'espère, quand on reviendra à la vie normale. Est-ce que la réflexion, elle va voilà, jusque-là, au-delà du Palais des Congrès ? Aujourd'hui, la réflexion, elle est vraiment menée effectivement au-delà du Palais des Congrès pour ce qui est de la problème de circulation et de parking. Donc aujourd'hui, il y a la place du drapeau, il y a tout le contour du Palais des Congrès qui doit aussi être étudié, hein, qui doit pouvoir peut-être être optimisé, et des places de parking un petit peu adjacentes. La réflexion, elle nous a amené aujourd'hui à se dire que finalement, le lieu de vie culturel de Parthenay extérieur, c'était pas forcément la place du drapeau, mais l'esplanade. Donc on doit travailler sur une optimisation de l'utilisation de l'esplanade. Puisque se dire que finalement, si on disait demain, il n'y a plus d'activité sur la place du drapeau ou sur l'esplanade, c'est aussi se dire on coupe un petit peu l'attractivité et le flux que ça peut emmener en centre-ville. Mais effectivement, il faut du parking. Donc c'est l'optimisation de l'espace public qui est libre aujourd'hui, qui n'est pas, ce que j'entends par libre, c'est qu'il n'est pas du parking. Donc c'est utiliser au maximum l'espace public libre pour laisser un maximum de parking libre. Il y aura 2 gros points noirs qu'on ne pourra pas éviter, qui sont effectivement les fêtes de la Pentecôte, en essayant d'optimiser un montage, un démontage, mais par contre les fêtes de Pentecôte, elles ont lieu sur le cœur de la ville, elles auront lieu sur le cœur de la ville, et le flip. Mais il faut savoir que ces 2 moments ponctuels, le flip et la Pentecôte, c'est des moments à très forte fréquentation sur la ville. Donc après, ça sera à l'outil, entre guillemets, de s'adapter à la fréquentation qui est autour. La mer, c'est une contrainte, ça emmène du monde, c'est une contrainte pour les commerçants, mais ils aiment tous avoir la mer à côté d'eux. Moi, je suis commerçant, le flip, c'est une contrainte, il n'y a pas de stationnement, mais je peux vous dire que je ne connais pas un seul commerçant qui fermerait pendant le flip. Donc aujourd'hui, c'est ça, c'est faire fi des contraintes pour en faire une force encore une fois. Ouais, étrangement, lorsqu'il y a le flip, les gens ne se plaignent pas forcément du problème de stationnement. Pourquoi ? Parce qu'on a envie d'aller au flip. Donc les habitants, je l'entends, peut-être certains habitants, ouais, effectivement, parce qu'on change les habitudes sur 12 jours. À un moment donné, il faut aussi qu'on soit réaliste et raisonnable. On habite une petite ville sur laquelle le stationnement aujourd'hui n'est vraiment pas un problème. C'est pas un vrai problème. Quand on habite dans une grande ville, on gère différemment ses temps de déplacement et ses problématiques de stationnement. C'est beaucoup plus complexe. Je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie quelque part qu'on est un petit peu privilégié à Parthenay. C'est dit depuis de très nombreuses années. On a du stationnement à Parthenay. Quand il y a des manifestations d'ampleur comme celle-ci, à peu près tout le monde accepte de vivre avec ça. Si on dit demain, on supprime les fêtes de Pentecôte et on ne fait plus le flip dans le centre-ville, j'aimerais savoir combien de personnes vont être d'accord avec cette proposition. Donc soyons aussi réalistes, soyons raisonnables. Et dans la plupart des cas, les gens qui finalement vont venir à ces manifestations vont aussi justement aller au Palais des Congrès. Ce ne sera pas forcément un flux supplémentaire, à mon sens, qui va s'ajouter. Ce seront probablement d'autres personnes, enfin les mêmes personnes qui vont utiliser plus de services finalement sur un même lieu. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'on changera ? Est-ce qu'on changera le nom ? Et là aussi, rien n'est interdit. Mais ça sera un travail supplémentaire qui sera évoqué, je pense, à un moment, mais on n'en est pas là, mais pourquoi pas ?
Quand on n'aura plus que ça, on aura gagné. Bien, merci à toutes et à tous, et puis une très belle soirée à vous, très belle fin de soirée. Et n'oubliez surtout pas de vous inscrire dans les ateliers. Voilà.